En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 238 avec une question de Raf Terada. Quel type de sportif retraité peut performer en trail ? Voilà, en gros, la question, c'est quand on voit des gens qui se mettent au trail d'une année sur l'autre, on en a certains d'un coup, alors qu'ils ne courent que depuis quelques temps, ils sont directement à l'avant du peloton, plutôt dans les premiers, voire même à jouer les premières places. Alors est-ce que c'est parce que tous les autres sont nuls ? Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont des capacités hors du commun ? Enfin, tu vas me dire, le commun aujourd'hui, il envoie quand même pas trop du rêve. Eh ben, on va voir un petit peu tout ça, voilà, suivant les sports qu'ils ont fait avant. Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est pas intéressant ? Etc., etc. Avant toute chose, je remercie les nouveaux patriotes, à savoir Guillaume Dussuyer, nouveau patriote féminin, Alice Fillon-Robin, et oui, il y en a quelques-unes. Hugo Ayoub, qui a directement été en immersion avec nous dans la sympathique bourgade de Tournemire, où on avait loué un château. Alors le problème du château, si vous voulez, c'est que c'est un petit peu... on était vraiment dans une optique Moyen-Âge, avec le chauffage du Moyen-Âge. Vous savez, c'est le chauffage qui n'existe pas. C'était pareil. Le retour de Maxime Bateau, Frédéric Kaiser, David Paco, Vincent Azot, Thibaut Dambrine, Mickaël Marié, Nicolas Cans, Anthony Guillemette et Gaëtan Blanchard. Voilà pour tout ce petit monde. Vous avez désormais accès www.patreon.com/Hugo Ferraille. Vous avez accès à la revue de presse qui a été publiée ce lundi avec le retour sur la Saint-Élion, sur l'hivernal des Templiers, sur des courses à saucisson. Ça, vous aimez ça, la course à saucisson ? Ah, putain, on kiffe ça. Ouais, le saucisson. Ah ouais, le gros saucisson là. Il est bon le saucisson. Et vu que c'est de la lecture, si vous êtes vegan, vous pouvez lire les courses à saucisson. Vous inquiétez pas, tout ira bien. Chers patriotes, vous aurez ce vendredi mon retour sur l'hivernal des Templiers, qui ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Et oui, ça a merdé. C'est parti en couille, comme on dit. C'est pas grave, ça arrive. Donc retour ce vendredi avec d'intéressants temps de passage, etc. Voilà, on va dépioter chaque section du parcours un petit peu comme je l'avais fait au Grand Trail du Lac. Alors au Grand Trail du Lac, c'était un peu gnangnan vu que tout s'était bien passé. Là, ça s'est mal passé, donc on pourra mettre le doigt là où ça fait mal. Que dire de plus sur ce Patreon ? Vous avez le forum qui est à votre disposition. Qu'est-ce qui excite les foules en ce moment sur le forum ? Plusieurs choses. Moi, je surveille surtout le sujet pour le trail de Vulcain. On est quand même 11 patriotes à s'être inscrits au trail de Vulcain. Donc j'ai un logement dans le viseur
pour 15 personnes. On va voir dans les prochaines semaines si on le réserve ou non, puisque le truc coûte quand même un SMIC. Voilà, mais bon, en même temps, il faut bien se loger. Vous pouvez rejoindre le Strava. Alors ça, c'est uniquement pour flatter votre ego. On déballe son matériel et on regarde qui a la plus grosse. Mais je sais bien sûr que ça vous excite, donc il est là. Et le Trello. Alors, qu'est-ce que c'est le Trello ? C'est pas le diminutif de Travelo, pas du tout. Oh putain. C'est un calendrier que dessus vous pouvez mettre les courses auxquelles vous allez participer. Vous cliquez sur rejoindre et on voit votre trombine sur la course et donc on sait que machin participe à telle ou telle course. Ça c'est assez sympa pour que quand vous participez à une course, peut-être vous allez voir il y a d'autres patriotes qui participent également et donc on peut se retrouver sur le forum pour mutualiser logement, frais de route, j'en passe et des meilleurs. Allez, au niveau du coureur que je suis, c'était le dernier dossard, l'hivernal Templier, donc ça s'est pas très bien passé. Après, c'est pas hyper grave, tu vois, j'ai analysé là, le bordel, parce que j'ai commencé à préparer pour vendredi le document. C'est pas catastrophique. En fait, je suis déçu parce que je m'attendais à mieux. Je m'attendais à livrer une course à 100%. Et vous le lirez dans le document là que je suis en train de faire. J'ai livré une course à 90% en fait. Du coup, je suis un peu déçu forcément, parce que j'avais imaginé monts et merveilles, et puis tu repars la queue entre les jambes, voilà. Mais voilà, c'est une étape, c'est une nouvelle pierre qui a été posée dans la construction de ma victoire au 100 miles of Istria, parce que je vais éclater absolument tout le monde là-bas. Le départ est donné le vendredi 13 avril, samedi 14 avril, c'est un champ de ruines. J'aurais massacré absolument tout le pays, j'aurais assis mes grosses fesses sur le trône de vainqueur au 100 miles of Istria, tellement je me serais bien préparé, parce que sitôt la ligne d'arrivée passée à l'UTMB, tout de suite dans ma tête, j'ai dit c'est quoi le prochain objectif ? C'est Istria. Après j'ai mis des étapes, tu vois, refaire des courses courtes, s'amuser au Grand Trail du Lac. Et là, je pensais que j'allais être meilleur à l'hivernal. Bon, je l'ai pas été. J'ai été meilleur au Grand Trail du Lac et un peu moins bon à l'hivernal. Mais bon, l'un dans l'autre, ça nous a fait 2 jolis efforts d'un peu plus de 6 heures. On prend. Derrière un petit peu de repos, une semaine. Et puis, on continue le progrès. On n'arrête pas le progrès. On le continuera donc jusqu'à ce vendredi 13 avril, où il faudra éclater la concurrence et terminer dans les 3 premiers. Gagner, ce serait bien sûr encore mieux, pour s'assurer une place à l'UTMB 2023 en utilisant non pas le tirage au sort, qui est un truc de fanfreluche, mais en utilisant l'argument d'autorité. Bonjour, j'ai fait un podium, invitez-moi, merci, au revoir. Ça, j'aime beaucoup. Et vu que j'avais fait 4ème comme une andouille au Trail du Saint-Jacques, il faut recommencer à Istria. Voilà, quelques étapes, 3 crosses, un 10 km, un semi-marathon, le 80 km au Trail du Vulcain. Voilà, pour clac, arriver en forme. Et donc vous l'aurez compris, pas de trail long avant le Vulcain. Donc j'ai 3 mois et demi avant de refaire un trail long, de quoi se régénérer pleinement et progresser à la fois sur les points faibles et les points forts. Bon, tout cela est à suivre plus tard. Point de vue speaker, ouais, on touche à la morte saison. La saison, on va taper dans son épargne, non pas pour faire des bêtises, mais pour payer son loyer et payer sa nourriture. Parce que je travaille plus trop en décembre, janvier, février, mars. Ah, mars, ça recommence pas mal, mars. Vous me retrouverez sur le live de l'UTMB, puisque l'UTMB fait une escale en Thaïlande. Escale en Thaïlande, Dai Intanon by UTMB. Bon, la prononciation, on la forcera pas trop. Je crois que nous prenons l'antenne de 3h du matin vendredi à midi. Et de 23h ou minuit le samedi jusqu'à samedi midi, je crois aussi. Et oui, le live est de nuit parce que
quand il est 20h en Thaïlande, il est 14h en France. Donc quand le départ de la course est donné à 10h, eh ben, vous commentez le départ à 4h du matin. Et ouais les gars, alors, hein? Ça va moins rigoler vendredi matin. Donc vous pourrez suivre ça sur live.utmb.world. Et on soutiendra bien fort notre petit français. Enfin, petit. Cédric Chavet qui... allez, ça peut jouer... le podium, il y a 2-3 clients, mais sait-on jamais sur un 100 miles, une belle boucherie comme ça. Force à lui. Qu'est-ce qui va nous rester après? Des petites animations pour finir l'année, bien sûr. Le match de rugby du FCG à Grenoble en Pro D2. Vendredi 16 décembre, 19h30. Aïe. Et le trail du facteur le lendemain, le facteur cheval, du côté de Hauterive, dans la Drôme des collines, justement. Voilà les occasions de croiser le duc en chair et en os, l'immortel, comme on l'appelle. Bref. Passons donc au petit podcast. Après, c'est top! Ça fait 10 minutes d'introduction. Et oui, la vie est belle. Alors, quel type de sportif retraité peut performer en trail? Eh ben, en fait, mon petit Raph, j'imagine Raphaël, et non pas Rafik, tous, absolument tous en fait. Parce que c'est quoi un sportif retraité? C'est un gars qui a pratiqué un sport à plus ou moins haut niveau avant. Donc c'est un gars qui a utilisé la machine, on va dire, et après il va se mettre à la course à pied. Étant donné que le trail est multifactoriel, enfin la performance en trail est amenée par différents facteurs, ça vous pouvez le retrouver dans le e-book que j'ai coécrit avec Nicolas Martin. Alors Nicolas Martin, la partie entraînement, et Hugo Ferrari, la partie anecdote. Voilà. Dans le e-book, on identifie, je sais plus, 6 ou 7 facteurs de performance. Et on vous explique pourquoi c'est un facteur de performance et comment le développer. Par exemple, tout le monde a entendu parler de la VMA, vitesse maximale aérobie. Pourquoi c'est important en trail, même si vous faites de la rando à 4 km/h. Et pourquoi il faut essayer de la développer ou de la maintenir, puisque chaque jour qui passe, vous devenez de plus en plus vieux. Ouais, désolé pour le scoop. Donc, le trail est un sport multifactoriel. Alors, il y a la vitesse à pied qui va jouer. Là, on peut se dire qu'un ancien skipper en voile, la vitesse à pied... Par contre, un ancien skipper, peut-être sur la nutrition, il va être solide, tu vois. Et la nutrition, ça joue aussi. Donc voilà. Le trail étant multifactoriel, vous pouvez venir d'absolument n'importe quel sport. À partir du moment où vous l'avez pratiqué en compétition, c'est-à-dire que à un moment donné, vous êtes là, sur un terrain, dans une salle, face à vous, il y a un adversaire. Le but, c'est de le fumer. À ce moment-là, vous avez développé des capacités pour lui fumer la gueule. Et donc, vous êtes compétitif. Vous vous êtes entraîné, vous avez préparé l'événement, vous avez fait de la préparation mentale en visualisant l'événement à venir. Vous vous êtes couché tôt, vous avez eu des bonnes habitudes alimentaires, etc. Ce qui font que vous êtes une personne en pleine santé, quoi. Après, évidemment, si vous êtes un fumeur gros qui n'a rien fait de 5 à 30 ans et qui à 35 ans se dit tiens je vais me mettre à courir, vous allez en chier, grave. Mais tout sportif en fait qui a pratiqué un peu avant, il y a pas de problème, tu vois. Un ancien footballeur, il va peut-être avoir une VMA relativement élevée parce que il y a quand même des footballeurs. Alors évidemment à la télé ils sont un petit peu chargés quand même, il faut le dire. Mais quand ça tape des pointes à 30 km/h pour remonter le terrain, voilà, c'est sous cortisone, mais c'est beau quand même à voir. La force. Eh oui, parce que si vous êtes un ancien bodybuilder, par exemple, comme Christophe Nonorgue, vous pouvez être très fort en montée, puisque vous avez des cuisses puissantes.
Au niveau de la nutrition, on a des gens qui sont excellents. Alors là, ça peut être n'importe quel sport. Parce qu'il suffit d'être un sportif pour un jour ou l'autre se tourner vers l'aspect nutrition du bazar. Puisque globalement, n'importe quel sport vous demande de respecter un poids plutôt stable, de mettre en place des stratégies nutritionnelles, etc., etc. Le mental, là aussi, n'importe quel sport va vous pousser dans vos retranchements. Le mental d'un tennisman, quand vous êtes mené dans un grand chelem 2-7-0 et que vous gagnez 3-7-2, bah, vous avez fait une remontée extraordinaire. On le voit des fois, ça va même jusqu'à défendre une balle de match et ensuite le gars gagne. C'est impressionnant. Un nageur, le mental d'un nageur. Imaginez un mec qui pendant toute son adolescence a passé des heures et des heures et des heures à compter les carreaux de la piscine. Il a un mental de ouf. Lui, vous le mettez dans la nature en train de gambader, il trouve ça exceptionnel, il trouve ça génial et il s'arrêtera jamais. Un cycliste, le gars a été poussé à avoir un poids de forme tout au long de l'année. Le mec a développé des capacités aérobie exceptionnelles en vélo. Forcément, une fois qu'il a encaissé un peu les chocs de la course à pied, il performe. Le footballeur, le gars qui joue au basket, le volleyeur, le handballeur, ça c'est des gens qui sont vraiment tout le temps en train de courir en fait, en train d'avoir des appuis différents, une mobilité de cheville exceptionnelle, tout un corps vraiment gainé, vraiment puissant, musclé, et ça va être utile pour le trail. Donc, tous les sports ont une utilité pour ensuite performer en trail. Évidemment, on voit beaucoup d'anciens triathlètes et d'anciens cyclistes qui se mettent au trail parce que ça ressemble un petit peu. Mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Il y en a qui viennent parfois d'autres sports. Et il suffit que vous ayez passé votre temps à essayer de performer dans votre ancien sport pour que dans votre nouveau sport, une fois que vous avez assimilé un petit peu les nouvelles spécificités, vous soyez pas trop mauvais, quoi. Donc en fait, ce qui fonctionne, c'est pas tant quel autre sport vous avez fait étant jeune. Ce qui fonctionne, c'est quel est votre passé de sportif. Est-ce que vous avez été un énorme branleur, vous avez rien foutu, vous avez joué à Far Cry, vous avez joué à GTA San Andreas, vous avez bouffé des chips devant des films, vous glandez constamment sur Netflix, vous vous couchez tard, vous fumez, vous bouffez n'importe quoi, vous pensez qu'aller au McDo c'est se faire plaisir, et d'un coup vous voyez un peu de lumière et vous vous inscrivez à un trail. Bon, ça marche pas. Maintenant, si toute votre adolescence vous avez fait du karaté, vous avez fait du foot, vous avez fait du vélo, là ça va fonctionner. Et si en plus vous êtes allé jusqu'à participer à des compétitions, donc vous challengez, vous jugez par rapport aux autres et aussi à vous-même, là ça va fonctionner parce que vous avez forcément mis en place des stratégies pour vous améliorer vous-même. Et un autre truc, alors pourquoi c'est important d'avoir pratiqué un sport étant jeune? Alors quand on est enfant, déjà à 3-4 ans, il faut commencer à le secouer un petit peu, votre enfant. Faut surtout pas quand on voit aujourd'hui qu'il y a des gosses en maternelle qui commencent à tripoter des tablettes. Ce qu'on peut être sûr, c'est qu'après, ils vont continuer à tripoter des trucs, mais ça va pas être du point de vue sportif. Du coup, il faut que le gosse, il bouge en permanence. Moi, je me rappelle, dès que j'avais tendance à glander un peu dans la maison, alors, nous, à mon enfance, on était tentés par la PS1, la PlayStation numéro 1. Alors moi, je l'ai jamais eu. J'ai eu la Nintendo GameCube. Dès que ma mère me voyait jouer avec, évidemment, je prenais un savon et elle m'envoyait dehors. Donc voilà, ça c'est une bonne éducation, ça, tu vois. Quand les parents, dès qu'ils te voient en train de glander sur un écran, hop, allez, dehors, dans la forêt, et tu reviendras dans 5 heures quand tu seras calmé. Et après, éventuellement, tu auras le droit de jouer 20 minutes à la console. Ouais, ça c'est une bonne éducation, ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que alors sans aller dans les détails, les qualités aérobie se développent quand vous êtes jeune. Si vous foutez rien jusqu'à la trentaine, vous aurez beau être le plus assidu possible de 30 à 50 ans, vous aurez un méga retard. Vous n'êtes pas foutu, vous allez vous amuser, vous allez vous faire plaisir, mais vous serez loin des premiers. Vous serez vraiment loin des premiers, vous serez au milieu du peloton, dans la galère, voilà. À moins que vous ayez une génétique exceptionnelle. Mais en général,
Ah merde. En général, ceux qui ont des génétiques exceptionnelles sont naturellement poussés vers un sport quand ils sont jeunes. Parce qu'un jour ou l'autre, ils pratiquent le sport, ils se rendent compte qu'ils éclatent absolument tout le monde, et dans ce cas-là, ils sont tentés de continuer. Il y a plusieurs raisons pour pratiquer un sport quand on est jeune. C'est que votre voisin s'inscrit à la gym et vous êtes copain avec votre voisin, du coup vous vous inscrivez vous aussi à la gym quand vous avez 6 ans. Vous rentrez de l'école, vous faites maman, il y a un Romain, il s'est inscrit à la gym, tu peux m'inscrire moi aussi. Paf, votre mère vous inscrit, bam, vous êtes gymnaste, etc., etc. Ça marche avec tous les sports, le foot bien sûr. Et autre point, c'est vous êtes à l'école et puis là votre instit vous force à pratiquer le sport. Alors c'est de moins en moins vrai. Maintenant vous pouvez, quand vous êtes au collège et que vous avez athlétisme, vous pouvez dire au prof: monsieur, je suis un énorme loukoum, je ne me respecte pas, j'ai la flemme, à aucun moment je vais me forcer, et du coup je vais faire des tours de stade en marchant. Et le prof vous dit: bien sûr, vas-y, continue à être un énorme branleur et fais des tours de stade en marchant, de toute manière je te mettrai 12 parce que je suis un prof qui se met à genoux, voire même qui s'étale par terre pour être une serpillière pour ses élèves. Et à l'inverse, vous aviez des profs qui, comme le mien, vous renvoyaient chez vous si vous ne vouliez pas courir et ils vous mettaient un 0 et vous étiez calmé parce que ça bousillait votre moyenne. Voilà, ça c'est de l'enseignement, ça c'est de la discipline. Donc, vous pratiquez un sport au collège, il y a des sports qui vous plaisent pas. Moi par exemple, on m'a fait pratiquer le cirque. Alors, l'enseignant me maintenait que c'était du sport. Évidemment, à l'époque, j'étais un petit peu extrémiste. Il me semble que j'ai répondu avec des propos homophobes, comme quoi en aucun cas c'était un sport. Je l'ai traité peut-être dans un moment d'égarement de tapette, de tarlouse, de tafiole, de pédale. Il est possible que j'en ai rajouté un petit peu. Si je relis mon carnet de correspondance de l'époque, effectivement, les heures de colle en témoignent, c'était pas joli. Mais j'ai aussi pratiqué d'autres sports que j'aimais pas. Alors j'aimais pas le handball, parce que j'étais mauvais. J'aimais pas le volleyball, etc., etc. Mais je les ai pratiqués néanmoins, même si j'étais nul. Et il y avait des gars dans ma classe en fait qui pratiquaient aussi. Et qui en fait ont trouvé ça cool et se sont inscrits dans des clubs. Et du coup, ils ont progressé dans ce sport. Bon, moi, ça n'a pas été mon cas, mais certains, ça marchait. Donc, vous aviez deux moyens de découvrir un sport. Soit un de vos petits camarades de classe, un de vos copains d'enfance, un de vos voisins de palier, etc., avec qui vous jouiez, s'inscrivait à un sport, et paf, vous le suiviez pour continuer à échanger avec lui. Soit vous découvriez un sport à l'école primaire, au collège, et du coup, au collège, on a quoi, 9 ans, 10 ans, quand on arrive en 6ème. Moi, j'avais 9 ans parce que j'avais sauté une classe, j'étais plus intelligent que les autres. Et je le suis toujours d'ailleurs. Et du coup, vous découvrez un sport à ce moment-là et bam, vous vous inscrivez, vous adorez ça. Ou alors, troisième moyen, vos parents pratiquent le sport et ils essayent de vous y mettre. Mes parents aimaient bien randonner en montagne, ils nous ont amenés quelques fois. Mon père faisait un peu de vélo, il m'avait mis sur le siège derrière, j'aimais bien, putain, un jour j'ai voulu en faire, etc., etc. Donc ouais, 3 moyens de découvrir le sport. Et du coup, quand vous faites du sport, quand vous êtes enfant, vous allez développer absolument toutes vos capacités aérobie. Alors même si vous ne devenez pas un compétiteur de l'extrême, je vous demande pas à 16 ans, quand vous arrivez au lycée, de rentrer dans du sport-études, même si vous ne devenez pas un compétiteur de l'extrême, le simple fait de pratiquer régulièrement, alors ça peut être 2 fois, ça peut être 3 fois par semaine, pendant votre enfance, vous allez développer ces capacités aérobie. Et après, quand vous aurez 20, 25, 30 ans, et que vous allez vouloir vous mettre vraiment à un sport, d'un coup vous allez vous dire « Waouh, le trail c'est magnifique, c'est génial, il y a des paysages superbes, et en plus je peux toucher des doigts le duc de Savoie, c'est complètement incroyable ce sport. » Si vous êtes anglais, « It was amazing, it's a fucking sport, I love it, the duc de Savoie is so beautiful. » Et quand vous allez vous y mettre, vous aurez ce bagage respiratoire, physique derrière vous, et vous allez forcément réussir si vous investissez un tout petit peu. Donc j'insiste là-dessus, il faut faire plein de trucs quand on est jeune, le plus possible. Voilà, votre gosse, vous le forcez pas forcément à faire du trail,
Sauf si vous êtes chinois, hein, là évidemment votre enfant n'a pas le choix, vous le forcez à faire ce que vous voulez. Mais si vous êtes européen, bah laissez-le s'inscrire à un sport. Alors il va peut-être aimer le judo, et il va peut-être aimer le hand, il va peut-être aimer un sport automobile. Alors là vous êtes dans la merde, ça va coûter cher. Parce que ceux qui trouvent que le trail coûte cher, vous n'avez pas eu de gosse qui veuille faire du karting. C'est 30 000 € l'année, ça va tout de suite vous calmer. C'est 60 000 quand vous voulez en faire vraiment en compétition, là ça va vous calmer x2. Voilà, à côté le trail bien sûr, hein, c'est rien du tout. Le vélo aussi, hein, si votre fils veut faire du vélo, j'espère que vous avez un bon job. Sinon il va vous fumer, il va vous ruiner, sale gosse. Et s'il veut faire un sport collectif, là c'est bonnard, vous avez juste une licence à payer à l'année et vous êtes tranquille. Donc il y a aussi un juste milieu à trouver, parce que quand on est jeune, alors moi j'ai fait du sport tout le temps. À 4 ans je suis entré au club de karaté. Bon, à 4 ans si tu veux, on y va 2 fois 30 minutes au karaté dans la semaine. Mais j'en ai fait tout le temps, je me suis mis au vélo, j'avais 12 ou 14 ans, je sais plus. 14 ans je faisais des compétitions, ça c'est sûr, en vélo. Bref. Et j'ai vu autour de moi des gens en minime, en cadet, mais qui étaient impressionnants, qui gagnaient tout. Parce qu'en fait, les gars, ils s'étaient mis au sport très très tôt, genre ils faisaient du cyclisme depuis 6 ans, et forcément, à 14 ans, c'était des monstres. En plus de ça, parfois, ils s'étaient aidés un peu par la nature, pas parce qu'ils avaient un gros zizi, mais parce qu'ils étaient très développés. C'est-à-dire, ils étaient plus grands, plus musclés. Donc mon petit frère a eu l'exemple en ski de fond. Il y avait un ami à lui, on peut le citer, peut-être qu'il écoute le podcast, Arthur Bress, qui était très costaud à l'époque, il était plus grand, plus costaud que les autres, on aurait eu l'impression qu'il allait en bouffer un, tu vois, et malheureusement, la mayonnaise n'a pas pris, passé les 18, les 20 ans, hop, disparition de l'animal, parce que peut-être qu'il en avait fait trop tôt, trop vite, et du coup, une fois qu'on arrive dans les catégories un peu adultes, et qu'on ne peut plus s'appuyer sur un physique un peu prématuré, on a du mal à battre les autres. Soit on devient une grande star internationale, soit petit à petit on se lasse de son sport. C'est ce qui arrive malheureusement dans le plus grand des cas. Donc voilà, attention à ceux qui en font un petit peu trop. On pense des fois au papa au bord du terrain de foot qui hurle sur son gosse. Je pense que c'est une mauvaise manière de faire. Peut-être des fois ça marche. Mais bon, quand vous jetez 10 assiettes contre le mur, il y en a 9 qui vont se péter, puis ouais, il y en a une, elle va pas se casser par miracle, mais ça veut pas dire que c'est une bonne idée. Donc méfiance aussi au cramage qui est possible, mais globalement, le jeune, il faut le foutre dehors, dans la forêt, à poil, comme les Spartiates, pour qu'il revienne avec une force décuplée. Donc avec modération, voilà, une simple pratique en club. En général, les coachs, ils sont pas cons, ils leur font pratiquer un peu tout ce qu'il faut, en temps et en heure. Ils insistent pas trop, ils vont cramer personne. Ils font très attention à ça, surtout en France. Donc, en fait, un bon sportif retraité qui se met au trail, c'est quelqu'un qui a pratiqué son sport durant sa jeunesse de manière intelligente et qui, si possible, n'a jamais fait de longues pauses. Ça, c'est important aussi. Si vous faites du foot, du rugby jusqu'à 17-18 ans, puis après vous partez à l'IUT, en école, prépa, etc., vous changez de ville, d'un coup vous logez plus chez vos parents, vous logez tout seul, vous commencez à picoler, faire des soirées étudiantes, vous cartonnez des gonzesses à pas d'heure sous l'emprise de stupéfiants, et du coup le sport, hop, il passe un peu à la trappe. Et à ce moment-là, et vous faites 2, 3, 4, 5, 10 ans comme ça, à ce moment-là, vous allez un petit peu entamer ces belles qualités physiques que vous aviez développées dans votre plus jeune âge. Donc c'est un petit peu embêtant. Ce qu'il faut, c'est jamais céder à la panique, ne jamais tomber dans l'extrême. Alors l'extrême, ça peut être faire 20 heures d'entraînement par semaine toute sa vie, ça c'est un peu extrême. Et l'autre extrême, c'est rien branler pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça c'est un petit peu extrême aussi. Il faut faire un petit peu tout le temps. Ça, c'est bien. Ça entretient en permanence.
Et le jour où on veut mettre les gaz pour vraiment passer à de la progression, on peut. La base est là. Donc voilà. Et quand on pratique un sport, c'est toujours pareil en fait. Pour être performant dans un sport, il faut le pratiquer. Ça, oui. Mais un bon footballeur. Pourquoi c'est un bon footballeur ? Parce qu'il a un petit toucher de balle, parce que dès le plus jeune âge, il a joué avec le ballon, parce qu'il allait souvent aux entraînements, parce que ceci, parce que cela. Mais aussi, qu'est-ce qui a fait qu'il a duré ? Qu'est-ce qui a fait qu'il a sans arrêt progressé ? Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a performé ? Pourquoi il a battu les autres en centre de formation ? Pourquoi ceci, pourquoi cela ? Parce que le gars, il a toujours fait attention à bien dormir, il s'est couché plus ou moins tôt, il a toujours fait attention à bien manger. Alors ça veut pas dire faire un régime strict tous les jours, ça veut juste dire ne pas se péter le bide au resto U tous les midis, ça veut juste dire ne pas aller 3 fois par semaine au McDo, ça veut juste dire ne pas se faire plaisir. Mais on a l'impression que les mecs se privent tout le temps. Mais les gars, c'est pas parce que vous allez au resto tous les midis que vous vous faites plaisir. Vous devenez juste gros et flemmard. Donc attention. Parce que le gars, il a fait attention à son corps. Il s'est dit, tiens, les jours de repos, je vais pouvoir faire un peu d'étirement, un peu de ceci, un peu de cela. Parce que je vois bien que au fur et à mesure que je pratique, j'ai des tensions qui arrivent. Parce que le gars, il a pris le temps de bien s'échauffer avant sa pratique sportive. Ah tiens, d'ailleurs, toi là, tu m'écoutes là. Tu pars courir des fois. Tu vas faire 1 heure de course à pied, 2 heures de course à pied. Tu t'échauffes avant ? Est-ce que tu fais de la mobilité articulaire avant d'aller courir ? Non, t'en branles pas une. Bon voilà, cherche pas plus loin pourquoi tu te blesses. Donc, quand vous allez... C'est un peu le problème du trailer, c'est que c'est la beauté de ce sport aussi, on peut le pratiquer sans aller en club, on s'en fout, on met des baskets, on va courir dans la forêt, paf, on est un trailer. Et paf, on se blesse. Alors que quand vous allez au foot, je reprends l'exemple du foot, normalement le coach, s'il est pas trop mauvais, on peut tomber sur un mauvais coach, comme des fois on tombe sur un mauvais plombier, encore une fois. Mais le coach, voilà, il va vous faire vous échauffer. Vous allez vous échauffer les chevilles, vous allez faire quelques mouvements de gainage, vous allez faire un tour du terrain en courant doucement pour faire monter progressivement votre cardio, vous allez faire des étirements balistiques, etc., etc. Vous allez vous échauffer correctement avant de pratiquer le foot, avant de faire le match. Et en course à pied, c'est pareil. Ça suffit pas de juste faire 10 minutes de footing et puis après, c'est parti, on seuil. Non, il faut faire des petites mobilités articulaires, des petits automassages, etc., etc. Et ça, Rudy Koya l'explique très très bien. En musculation, il passe 1/4 d'heure, 20 minutes avant de démarrer sa séance. Alors oui, c'est chiant, mais oui, c'est comme ça qu'on dure. Donc voilà. Tous les sportifs retraités, s'ils ont pratiqué leur sport en pleine conscience, ils ont tous ces automatismes derrière eux. Et du coup, quand ils se mettent au trail, ils ont déjà un excellent bagage. Il n'y a plus qu'à s'intéresser à la spécificité du trail. Mais l'athlète, il est là en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est un sportif retraité ? Enfin, retraité entre guillemets. C'est un athlète, avant tout. Qu'est-ce que c'est les séances de préparation physique générale ? Ce sont des séances qui n'ont rien à voir avec la course à pied. Ce sont des séances de sport qui vous permettent simplement d'être musclé des pieds à la tête. Alors vous n'allez pas ressembler à Schwarzenegger. Déjà parce que Schwarzenegger, en plus de lever des poids 6 heures par jour, il prenait des stéroïdes. Donc vous ne prenez pas de stéroïdes et vous ne levez pas des poids 6 heures par jour. Donc à aucun moment, vous ne serez autant musclé que lui. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez seulement y aller, il n'y a pas de risque. Que dire de plus ? Oui, le sportif retraité, enfin celui qui a pratiqué un autre sport avant, c'est avant tout un athlète. Les séances de préparation physique générale, elles sont générales, donc vous allez faire des squats, vous allez faire des pompes, je dis n'importe quoi, vous allez faire des étirements de l'épaule, vous allez faire un exercice de triceps, voilà. C'est un moment de sport qui va vous permettre d'être un sportif harmonieux de bas en haut. Et une fois que vous êtes redevenu un athlète lambda, c'est-à-dire un corps d'athlète, avec un petit peu de cardio, avec un petit peu de muscle, avec un petit peu de mobilité, c'est aussi là où on va essayer de retrouver une certaine mobilité de cheville qu'on a peut-être perdue pendant la saison. On va essayer de s'assouplir un petit peu, alors pas forcément s'assouplir, mais gommer la raideur qui peut s'installer après une saison de trail. Je caricature un petit peu, vous faites un hiver relativement souple d'un point de vue entraînement, léger,
parce qu'il fait froid, c'est chiant. Vous reprenez, on va dire en février-mars, vraiment du dénive, des heures, etc. Vous faites les courses tout l'été, etc. Et en fin de saison, hop, on lève le pied. Et là, vous vous rendez compte que, putain, dans le dos, ça me tire toujours un peu. Les genoux aussi. Ouais, le bassin, il est un peu coincé. Ça, c'est beaucoup mon problème. Et ben, tout l'hiver, on allège la charge et on essaye de retrouver la mobilité qu'on avait l'année d'avant. On va pas d'un coup prendre sa jambe et la mettre derrière sa tête, même si c'est rigolo, puis après on peut s'auto-sucer, hein, c'est rigolo aussi, c'est sympa. Moi j'arrive pas à le faire, mais il y en a qui arrivent. Et donc le but c'est pas de s'assouplir un max, le but c'est de retrouver un petit peu les capacités qu'on avait avant de se mettre des énormes cartouches toute la saison. Donc la phase de préparation physique générale est là pour ça, c'est pour que n'importe quel bonhomme, ou bonne femme, qui viennent de n'importe quel sport, ils fassent des séances pour retrouver un corps d'athlète. Et après, hop, on passe sur la préparation physique spécifique, où là, on va continuer à faire pas mal de musculation, mais on va commencer à coller à son sport. Donc le gars qui fait de l'aviron, il va garder un boulot haut du corps vraiment prenant. Et puis le gars qui fait du trail, il va délaisser les pompes et le développé couché pour commencer à faire de la musculation plus dynamique au niveau des jambes, du bas du corps, le gainage, pour que le bassin soit bien tenu, pour que lorsque vous mettez des contractions énormes de votre quadriceps en descente, le haut du corps il parte pas en vrille, etc., etc. Voilà, préparation physique spécifique dédiée à son sport. Et là donc, mon athlète un peu lambda, hop, il va migrer vers une case. Et du coup, mon ancien handballeur qui a décidé de se mettre au trail, il part de la case athlète général, athlète lambda, et hop, on va le pousser dans la case trailer. Alors du coup, il va découvrir toutes les petites spécificités du trail, mais de base, c'était un athlète. Par contre, si de base, je prends mon loukoum, donc un type gras, qui a rien foutu de ses 30 premières années de vie, à part la bringue, et bouffer, lui, il est pas athlète. Donc lui, il va d'abord devoir passer par toute une phase de préparation physique générale extrêmement longue, extrêmement compliquée, pour ensuite aller au trail. Alors bien sûr, il va pas le faire, il va tout de suite aller au trail parce qu'il s'en fout, il veut aller en pleine nature, et on le comprend. Mais du coup, oui, ça va pas marcher, il sera jamais très très bon, quoi. Vous voyez où est la différence ? C'est pas tant quel sport le mec a pratiqué, c'est quel a été... Si le gars se met au trail à 31 ans, quel a été son degré d'implication dans un quelconque sport de 5 à 30 ans ? Quelle a été son hygiène de vie ? Et oui, ça c'est important. On s'en fout quand on a 20 ans, quand on a 25 ans, et puis après on commence à... Tu vois, j'ai pris une grosse cuite, c'était quand ? Une semaine après le Grand Trail du Lac, vraiment très très belle et tout, avec vomissement à la clé, tout ça. Ouais, le lendemain c'était compliqué, tu vois. Alors que quand j'avais 16 ans, je me rappelle, je faisais du vélo à 16 ans, j'étais à haut niveau, ça y est, à 16 ans, je bataillais pour le top 10 en Coupe de France VTT. De temps en temps, il m'arrivait de prendre une énorme caisse, je me rappelle d'une soirée où, elle écoutera pas, donc je peux le dire. J'en cartonnais une dans une tente quechua qu'on avait installée à l'intérieur d'une salle des fêtes. Ça permettait de pas être vu des autres. Et 2h du matin, je rentre chez moi en état d'ébriété totale, en ayant limé un peu toute la nuit. Je dors 4-5 heures. Et à 9h du mat, je prends mon vélo, je fais 90 bornes. D'ailleurs, je repasse devant cette salle des fêtes, je fais coucou aux déchets humains qui se réveillaient, et je rentre chez moi en vélo, et voilà, la vie est belle, quoi. Ça, évidemment, passé 30 ans, on a plus de difficultés à le faire. Qu'est-ce que je voulais dire de plus sur ce sujet ? Je crois que c'était tout. Voilà. C'était tout. Donc la conclusion... si vous avez passé les 25 ans, vous pouvez rien faire à part enchaîner les journées entre guillemets propres, bien dormir, bien manger, pratiquer une activité physique régulière. Non mais ça passe à la télé en plus ces conseils, bordel, vous les écoutez même pas. Et
si vous êtes jeune ou si vous avez des enfants, foutez-les dehors, faites-les bouger en permanence. Jamais dans l'excès, mais toujours dans la régularité. Et vous en ferez peut-être pas des champions, mais des gens qui vont se faire plaisir dans la vie, dans le sport, puisque tout est lié en fait en permanence. On le dit, on travaille, mais c'est aussi valable dans tous les autres sports. Quand il y a un paramètre de la vie qui va pas, en général, on peut pas être performant. Vous prenez Lewis Hamilton, c'est un très bon pilote de Formule 1. Si un jour, je sais pas, il y a un problème dans son couple avec sa femme, avec un de ses enfants, le lendemain, au Grand Prix de Formule 1, il prend pas le départ, quoi. Voilà, ça fonctionne pas. Il faut que toutes les planètes soient alignées, en fait. Vous pouvez pas tirer sur la corde. Vous pouvez pas, par exemple, dire moi, j'ai 5 heures de dispo dans la semaine, je m'entraîne à fond pendant 5 heures, et tout le reste du temps, pompe et up, je m'étire pas, je mange comme un cochon, etc. Ça marche pas, en fait. Parce que vous poussez le curseur à fond, le curseur récup, il est tout en bas, et ça marche pas. Au bout d'un moment, ça va péter, et puis voilà. Donc voilà, mon petit Raph, j'espère que ça va t'aider. Quel type de sportif retraité peut performer en trail ? À peu près tous, du moment qu'ils ont pratiqué leur sport de manière intelligente. De manière dure, parce que le sport c'est dur, c'est facile, regardez. Quand vous êtes allongé sur le canapé en train de vous caresser, de manger des M&M's ou de boire une bière en bouffant des chips devant la télé, tout va bien. Vous avez mal nulle part, vous n'êtes pas essoufflé, c'est pas dur. En général, la pièce elle est chauffée, voilà, tout va bien. Par contre, quand vous êtes en train de courir 50 minutes dehors et puis qu'en fait c'est l'hiver, il fait 5 degrés, il y a une petite bruine, c'est un peu chiant, on a froid au bout des doigts, on est un peu mouillé. Mais qu'est-ce que c'est agréable après, tu vois ? Donc, ouais. N'importe quel sportif peut être performant en trail s'il a eu une pratique du sport régulière avant ça. Ce sera ma conclusion. Je vous laisse là-dessus. Rendez-vous vendredi pour les patriotes qui veulent écouter et lire surtout mon retour sur l'hivernal des Templiers. Rendez-vous lundi prochain pour la revue de presse. Malheureusement, on n'a plus trop de courses à se mettre sous la dent. Et sinon, rendez-vous mercredi pour le petit podcast hebdomadaire que je réalise depuis janvier 2018. Ah si, une dernière chose, je vais faire un geste sur mon site internet pour Noël, https://l'entreduduc.fr, le lien est dans la description. Petit geste pour Noël, j'offre les frais de port. Voilà, je mets en place ça ce soir. Jusqu'au 20 décembre, on va dire que c'est le dernier moment pour commander, parce qu'après je pourrais pas vous envoyer les colissimo. Jusqu'au 20 décembre, frais de port offerts sur le site pour que vous puissiez faire un petit cadeau de Noël. Voilà, le Duc participe, les frais de port qui coûtent entre 5 et 7 balles. Allez, c'est pour moi, c'est pour Bibi. Je vous laisse commander les petits articles sur mon site. À la semaine prochaine. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.